Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble, nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi contre toute attente, à grimper les échelons, à s'imposer comme légitimes, voire même incontournables dans un monde où les places sont rares et les trajectoires souvent prédéfinies. Nous allons apprendre comment ces aventuriers ont réussi à donner un élan inattendu à leur existence malgré un chemin semé d'embûches. Et quels sont les dessous et les secrets de leur incroyable destin. Bienvenue, c'est Contre toute attente. À l'origine, il y a un geste immortel, la rame, la pagaie, qui s'enfonce dans l'eau qui la repousse pour avancer. Un geste pratiqué sur tous les continents par des millions de personnes depuis toujours. Un geste banal, à la portée de tous, mais dont la maîtrise parfaite est l'apanage d'une élite. À l'origine, il y a cela. L'homme, sa barque et la rivière. Vient ensuite tout le reste, la compétition, les règles, le travail, la concentration, les Jeux Olympiques et la gloire. Voilà mon invité, c'est cela. Ou plutôt, cela aurait dû être cela. Un champion d'une discipline olympique un peu obscure, un type qu'on imagine plutôt crapahuté près d'un torrent pyrénéen que fréquenter les arcanes politiques de l'olympisme mondial. J'accueille pour ce podcast l'homme qui a rendu les Jeux Olympiques à la France après de nombreux échecs. Le président du comité Paris 2024, Tony Estanguet. Salut Tony. Bonjour. Bosseur, rigoureux, méticuleux, perfectionniste, tenace, charismatique sont autant d'adjectifs qui reviennent souvent pour te décrire. Une question qui me brûle les lèvres. Tu as des défauts aussi ? J'en ai plein de défauts. Je suis têtu, je suis désordonné. Non, écoute, c'est très gentil, mais forcément, je crois qu'on a tous nos défauts et on apprend beaucoup avec aussi nos imperfections. Non, c'est sûr. Donc, il faudrait que je demande certainement encore plus à Laetitia, Ouais, c'est ça. ta femme. Je pense sûr qu'elle m'en donnerait quelques-uns d'autres. Dans une interview récente, tu dis que tu n'avais pas de prédisposition particulière pour le sport à l'école. Alors, j'en doute, mais ceci étant, le sport pour toi, c'est donc plus une histoire de travail que de talent ? Oui, en tous les cas, je crois que rien ne me prédestinait à devenir champion olympique. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'était à la télévision. Je regardais ce spectacle tous les 4 ans. Je rêvais, mais je me disais, c'est pas pour moi. J'ai aucune chance. J'étais pas le meilleur en sport à l'école, déjà dans mon école. Alors je me disais, comment est-ce que je peux un jour me retrouver au départ des Jeux Olympiques ? Et puis, c'est vrai que j'ai eu l'impression finalement de croiser le chemin de bonnes personnes qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont donné des bons repères. J'ai beaucoup travaillé parce que c'est vrai qu'il faut aussi faire la différence par soi-même de temps en temps. Mais j'ai l'impression d'avoir quasiment tout appris de ce que je suis aujourd'hui, de ce que je fais aujourd'hui. Et je me positionne plutôt à l'opposé du génie, de celui qui a un don par rapport à d'autres. C'est pas ma conception aujourd'hui du sport de haut niveau. Et donc, en parlant du travail, tu considères que sur le plan d'eau, tu étais à chaque fois le plus bosseur ? Tu pensais que ce manque de talent potentiel que tu évoques... Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'on a tous nos différences et nos particularités et que les chemins de la réussite sont toujours différents. Et ne pas vouloir absolument se dire que si on ne ressemble pas à quelqu'un qui a déjà réussi, on n'a aucune chance. Et je crois que c'est ce que m'ont appris mes parents et encore une fois mes entraîneurs, parce que souvent quand on regarde la réussite, la performance de très haut niveau à la télévision ou sur un événement sportif, on a l'impression de ne pas ressembler à ces gens-là. Et je crois que ce qui m'a énormément aidé, c'est de relativiser les choses et d'accepter de me construire étape après étape, parce que souvent on me demande « mais comment vous faites pour gérer la pression au départ des Jeux Olympiques avec un tel stress, un tel enjeu ?» Mais en fait, on apprend à gérer ce genre de moment et on ne se retrouve pas propulsé au départ d'une finale olympique du jour au lendemain. Il s'est passé 20 ans où on est allé sur des compétitions départementales, locales, où on est tombé, on a appris à se relever, on a appris à gérer ses émotions, sa respiration. Il y a plein de techniques finalement qu'on nous apprend pour être capable de gérer son stress et de gérer ses émotions. Et c'est pour ça que c'est formidable le sport, parce que on peut vraiment s'épanouir, on peut vraiment grandir, ça peut mener très loin, mais ça peut aussi tout simplement apporter du bonheur et du plaisir dans son quotidien. Tu racontes que tu as longtemps eu un complexe d'infériorité parce que le canoë ne fait pas partie des grandes disciplines sportives. Alors aujourd'hui, tu te trouves à la tête d'un projet qui est donc le COJO, le Comité des Jeux Olympiques, à 6 milliards d'euros. Alors, est-ce qu'il est toujours présent, ce complexe ?
En tous les cas, je pense que grâce à ce sport-là, j'ai cultivé une forme d'humilité. Parce que s'il y a bien une qualité qu'il faut conserver en canoë-kayak face aux éléments, à la force de la nature, c'est bien cette humilité de dire que il faudra toujours contourner les obstacles, il faudra toujours développer des stratégies et ne jamais lutter, parce que face aux éléments, vous perdez quasi systématiquement. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que je réemploie dans mon quotidien professionnel. Je suis face à une immensité qui est le plus gros événement que la France et ce pays n'aient jamais organisé. Il y a des problèmes tous les jours, des obstacles tous les jours. On nous explique que ce n'est pas possible, qu'on ne va pas y arriver. Et en fait, quand on prend les sujets les uns après les autres, on essaie de débrancher les problèmes, de trouver des solutions, de contourner les problèmes. Et donc, je réemploie un peu cette caractéristique qui m'a guidé quand j'étais sportif de haut niveau, de rester à ma place, de rester humble, mais toujours très ambitieux. On peut être très ambitieux et humble à la fois. Tu es donc natif de Pau, une ville où le club de basket l'élan Béarnais et le club de rugby la section paloise sont des institutions. Tu n'as jamais été tenté par l'un de ces sports? Alors si, moi j'ai grandi effectivement dans cette ville où le basket et le rugby étaient les sports rois. J'ai pratiqué un peu le basket, j'adorais ce sport, c'était le moment de la NBA, la Dream Team au jeu de 92. Ton équipe préférée, c'était quoi à l'époque, américaine? T'en avais une comme Kevin déjà, c'était Celtics? C'était plutôt les Bulls, quoi. Les Bulls, ouais. Le Michael Jordan, du moment qui écrasait tout. Et donc, on avait tous le poster de Michael Jordan dans la chambre avec les chaussures qui allaient bien. Et donc, moi, j'ai grandi effectivement où tout le week-end, j'allais voir l'élan Béarnais, le basket à Pau. Plutôt basket que rugby. Donc, plutôt basket dans un premier temps. Et après, quand j'ai grandi, je suis venu un peu au rugby parce que c'est vrai que j'ai aimé aussi cet écosystème, les sportifs, j'avais plus de facilité à communiquer avec les sportifs du rugby que dans les autres sports, donc je me suis intéressé au rugby dans un deuxième temps. Ouais. Justement, en parlant de sportifs, si tu devais être aujourd'hui un autre sportif français, tu serais qui? Celui aujourd'hui avec lequel j'ai le plus à la fois de proximité et d'admiration, c'est Martin Fourcade. Parce que je trouve qu'on a plein de similitudes. Je suis assez fasciné par ce qu'il arrive malgré tout à mettre en œuvre, vu la difficulté de son sport et à la fois techniquement, physiquement, mais aussi sur les conditions de pratique. C'est des petits sports qui ne sont pas bien aidés. Et il a réussi, je trouve, lui aussi, à trouver des voies de passage pour sortir du lot, pour se réinventer. Pas toujours dans la facilité, on l'a vu, il y a eu aussi des moments plus difficiles dans sa carrière, mais un sportif qui reste toujours droit, qui est irréprochable dans son état d'esprit. Pour moi, c'est le vrai champion. Au-delà de la performance et de la médaille, c'est celui qui a des qualités humaines, d'ouverture, de dialogue, qui est curieux, qui s'intéresse à la société autour de lui. Il est actif dans un certain nombre de domaines. On ne sent pas le sportif complètement tourné vers lui-même et uniquement intéressé par sa propre performance. Donc je dirais plutôt Martin. Ouais. Qui en effet a une humilité incroyable et puis c'est le Français le plus médaillé de l'histoire. Donc en plus une personne exceptionnelle. L'eau c'est ton élément, ça on l'a compris. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir peur dans l'eau? Oui. Alors c'est vrai que dans ces sports-là, il y a une dimension que je redécouvre aujourd'hui en tant que papa, puisque je fais découvrir un peu ces sports nature à mes enfants. Et donc dans ces sports nature, il y a une dimension d'engagement qui est importante, où pour progresser, il faut aller un peu affronter l'élément et se mettre dans des situations où on ne maîtrise pas complètement. Et oui, j'ai eu des moments où je me suis retrouvé un petit peu bloqué sous l'eau, quelques secondes, où on s'imagine le pire, ou plus tard en tant que compétiteur, dans des rivières où on se retrouve parce qu'on est un peu sûr de nous au départ quand on embarque, et puis quand on est au milieu de la gorge, qu'on ne peut plus s'échapper, et qu'on est face à des éléments de plusieurs mètres de haut, avec des gros volumes d'eau, vous avez peur, quelque part survivre, en essayant de trouver des solutions pour sortir de là, de ce piège-là.
Donc oui, il y a 2-3 fois dans ma vie où je me suis retrouvé dans des situations où je me suis demandé comment ça allait finir. Mais cette adrénaline-là, elle est aussi très forte, elle est très dangereuse parce qu'on a envie d'y regoûter. Il faut faire attention, effectivement. Il y a quelques sports qui sont, je pense, touchés par ces logiques-là, de vouloir aller toujours un cran plus loin et jusqu'à potentiellement l'accident. Donc il faut faire attention. Surf aussi, ça t'est arrivé aussi quand le surf, avec le la planche, ski, ou pareil, on se retrouve dans des domaines où potentiellement on maîtrise pas tout et on sent que la nature toujours plus peut forte, nous embarquer, quoi. Ouais. Tu parlais de tes enfants, donc tu es papa de 3 enfants. Quelle valeur vous essayez de leur inculquer avec Laetitia, ta femme? Est-ce que ça doit passer obligatoirement par l'exercice d'un sport? Alors, je pense que je mentirais si je vous disais que c'est pas important pour moi. C'est forcément important pour moi. J'ai grandi grâce au sport et j'ai vraiment envie que mes enfants puissent s'épanouir aussi à travers la pratique d'un sport. Et donc oui, naturellement, on a un peu organisé les choses pour qu'ils aiment pratiquer le sport. On essaie en revanche de les préserver au maximum de la compétition, parce que ça me fait très peur aujourd'hui, qu'ils se sentent obligés de réussir en compétition et de reproduire finalement la carrière de leur père. Donc j'essaie de leur oncle, de leur grand-père. C'est ça, ouais. On est dans une famille où on a tous fait de la compétition à très bon niveau. Et donc tu penses sincèrement que ça va sauter une génération? Ce que j'essaie en tous les cas, c'est de m'obliger à leur inculquer une culture sportive assez polyvalente, qu'ils touchent un peu à tout, de retarder le moment où ils vont devoir se spécialiser s'ils veulent faire de la compétition. Et ça, je suis un peu ferme là-dessus et c'est chouette. Je veux qu'ils fassent un peu de sport collectif, des sports d'intérieur, des sports en extérieur. Parce que je trouve que c'est ça la magie du sport aujourd'hui, c'est de se retrouver dans des univers complètement différents. Et j'ai vraiment envie qu'ils goûtent à ces différents plaisirs. Oui. Donc là, il faudrait qu'on leur fasse passer un peu de temps avec un autre sportif de talent français qui est Kevin Mayer, parce que là aussi, lui, c'est le maître absolu de toutes les pratiques. Et je pense que on ne peut battre absolument à rien. Donc c'est ça. Peut-être en le mettant sur l'eau, mais malheureusement, je crois qu'il même là, il est bon. Tu parles très souvent du rôle que ton frère a joué. Tu parlais tout à l'heure de Martin Fourcade et c'est vrai que c'est un regard intéressant parce que l'un et l'autre, vous aviez des grands frères champions avant vous et il a toujours été donc un immense soutien. Et quel en est-il de ton papa? Parce que c'est vrai qu'il a été quand même 3 fois vice-champion de France. Comme toi, le temps que tu passes et pour bien te connaître avec tes enfants, comment est justement ce regard par rapport à ce que ton papa a eu avec toi? C'est sûr que malgré tout, je pense qu'on essaie de reproduire un peu l'histoire et moi, mon père a joué ce rôle clé. C'est lui qui nous a transmis le virus, entre guillemets, d'être passionné complètement par ce sport. Il a lui aussi mis en place ce qu'il fallait pour qu'on s'amuse, pour qu'on soit vite en situation de réussite. Et du coup qu'on se retrouve absorbé dans cette dynamique incroyable dans le canoë-kayak. Et mon père a joué un rôle clé, et il a, j'allais dire sacrifié, c'est sûrement un terme trop fort, mais en tous les cas, il a donné quasi tout son temps pour que ça fonctionne pour nous. Parce qu'il n'y a pas de secret dans le sport de haut niveau. Si vous n'avez pas des bases solides, un entourage solide à votre disposition pour réussir, pour vous emmener, pour vous donner des clés, pour vous rassurer quand ça ne va pas. Et mon père a joué ce rôle-là, et aussi dans sa capacité, le moment venu, à s'effacer pour laisser la place à un entraîneur, à un système fédéral qui prend le relais. Mais notre père nous a vraiment emmenés très loin, déjà avec des solutions, et depuis tout jeune, quelque part, moi j'ai toujours eu un temps d'avance, et quand on est gamin, on adore ça, et donc du coup pour moi, j'ai eu le rôle facile. Je suis le dernier d'une fratrie. Mon père avait déjà initié mes frères qui se sont plus ou moins cassés les dents. Et moi, j'ai pris que des raccourcis parce que mes grands frères étaient passés par là. Donc, j'ai hérité du bon matériel, j'ai hérité des bonnes techniques de préparation. Et donc, j'ai tout de suite pris beaucoup d'avance, et j'ai eu le beau rôle et le rôle facile, entre guillemets. C'est le succès de la famille Estanguet, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment la dynastie Estanguet. Ça a été une histoire de famille dingue, où le papa a été l'initiateur de toute l'histoire. Et ensuite, les frères qui ont pris le relais. Moi, mon grand frère d'abord, qui a joué ce rôle-là, parce que j'étais un peu en compétition avec le frère du milieu, on va dire. Et puis, quand le deuxième a arrêté sa carrière, il est lui aussi devenu
devenu mon entraîneur et à mon service pour réussir. Donc vraiment toute la famille, la maman qui jouait ce rôle un peu de temporiser, de calmer, de nous donner un autre aussi aperçu sur la vie et qu'on soit pas à temps plein à penser, manger, dormir, canoë-kayak. Mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment une histoire de famille. Et ce qui est intéressant par rapport à ton papa, c'est que lui, pour le coup, ses parents étaient agriculteurs. Donc là, lui aussi aurait pu être un contre-attente parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas du tout prévu. C'est ça, moi, qui m'impressionne plus. C'est le côté être capable de changer de voie comme il l'a fait. Effectivement, lui, voilà, famille très modeste, parents agriculteurs, qui connaissaient pas le sport, personne dans son entourage faisait du sport. Et puis à l'école, on se rend compte que physiquement, il a des qualités, donc il fait de l'athlétisme, il fait de la perche à un bon niveau. Et puis un jour, très tard, vers 20 ans, il découvre le sport nature, parce que lui, forcément, fils d'agriculteur, le contact avec la nature était clé. Et la pratique sportive dans la nature, ça a été la révélation. Donc le canoë-kayak, mais le surf, le ski, le vélo, tous ces sports-là deviennent pour lui vraiment sa priorité. Et il nous transmet cette éducation sportive plutôt dans les sports de nature. Je pense que c'est un parallèle intéressant avec ton papa, parce que c'est quelques dizaines d'années après, à peu près ce que tu fais. Tu te réinventes comme il s'est réinventé. Tu fais quelque chose qui n'était certainement pas, ou tu n'étais pas prédestiné à diriger une entreprise aussi importante, aussi puissante. Et je pense que, une fois, c'est peut-être dans le sang et dans les gènes. Le Parisien, le journal, a fait le parallèle entre ton accession à la tête de Paris 2024 à 39 ans et celle d'Emmanuel Macron à la présidence de la République au même âge. Comment tu vis cette comparaison ? Je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Je peux pas du tout comparer la réussite du président de la République et ma réussite. Moi, je suis embarqué dans une formidable aventure. Ça reste du sport, ça reste un événement sportif qui, je l'espère, sera une belle réussite et on est en train de travailler très dur pour que cette réussite, elle puisse impacter la vie des Français, que les Français soient fiers de ce que leur pays est capable d'organiser, au service aussi d'une nouvelle génération de territoires qui ont besoin aujourd'hui de la pratique du sport, parce que moi je pense que dans ce pays, le sport n'est pas utilisé dans tout son potentiel. Mais comment tu l'expliques ça ? Quand tu as travaillé là-dessus, est-ce que tu as trouvé une explication logique pour répondre à une solution ? Moi, je pense que pendant trop longtemps, on a considéré le sport comme secondaire, comme quelque chose qui vient après, si on a le temps, si on a l'envie, mais qui a peu d'importance. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Il y a quand même une envie collective de reconnaître que le sport est une solution pour notre santé, que le sport est une solution pour notre éducation, notre modèle éducatif, pour une société plus inclusive, pour réussir à créer du lien entre la population, parce que on le voit bien, il y a peu aujourd'hui de domaines qui fédère autant que le sport. On l'a vu avec la Coupe du Monde de football l'année dernière ou en 98. C'est systématiquement des émotions collectives très rares, très fortes. Et on a envie que ça dure. Et on a envie aujourd'hui de passer un cap avec Paris 2024 pour démontrer l'utilité du sport au-delà des émotions. Parce qu'encore une fois, je crois que dans nos quotidiens, pratiquer le sport, c'est une forme de bien-être, c'est se préoccuper de sa santé, c'est se préoccuper encore une fois de son efficacité. Et aujourd'hui, le sport apprend à bien se connaître, apprend à respecter les autres, apprend à respecter notre environnement. C'est des messages qui sont tellement forts, mais qui sont appréhendés de manière positive. Et nous, on a envie vraiment, avec Paris 2024, de mettre en place des programmes pour démontrer tout ce que le sport peut apporter dans un pays comme la France. On parle de Paris 2024, c'est vrai que toi, originaire de Pau, on en parlait tout à l'heure, tu prouves un attachement particulier pour la ville, pour le département des Pyrénées-Atlantiques, pour la région Aquitaine. Tu retournes dès que ton emploi du temps le permet. Comment tu veilles à ce que Paris 2024, justement, soit une fierté nationale et pas uniquement un sujet pour les Parisiens ? Je crois qu'on est en train de porter un nouveau modèle de jeu. Je crois que les Jeux de Paris 2024 ne ressembleront pas aux dernières éditions. On a, je crois, depuis le départ, ce souci, j'allais dire, cette obsession
de faire les choses différemment et d'inverser un peu la logique. En fait, si on organise les Jeux, c'est pas pour organiser un spectacle de plus, un événement sportif de plus, c'est vraiment pour, encore une fois, changer la place du sport dans ce pays. Et c'est pas simple, parce que je mesure tous les jours combien le sport est sous-considéré et a tendance à passer vraiment après tout le reste, alors que toutes les semaines, nous sommes des millions à nous dire qu'on a besoin d'avoir des moments d'aération, des moments où on va prendre l'air, se défouler, s'occuper de soi, pratiquer le sport, inculquer à nos enfants, aux nouvelles générations, le respect des règles, de l'arbitre, de l'adversaire, comment on essaie de se surpasser pour aller un cran plus loin et dépasser ses propres limites. C'est tout ça le sport. Et aujourd'hui, il y a, j'ai l'impression, beaucoup de gens qui y croient, mais en fait, on est un peu quand même dans un système opaque où quelque part, on est tous convaincus que c'est important, mais on ne veut pas l'admettre. Et on ne veut pas donner la chance au sport de vraiment apporter des solutions dans les difficultés que rencontrent les Français. Quand tu as dirigé la candidature, vous avez, au niveau de Paris 2024, choisi une signature qui a été très différenciante, pas forcément toujours comprise, parce que c'est vrai qu'elle était déjà en anglais, c'était Made for Sharing, donc venez partager. Ce qui est intéressant, quand tu parles de la volonté que vous avez au niveau aujourd'hui du COJO et de Paris 2024, c'était de parler de ces jeux inclusifs, de dire que ce n'est pas uniquement, comme tu dis, de venir faire la fête, aller sur la fan zone, mais ce sujet était intéressant parce que Los Angeles, qui était le concurrent final, qui a évidemment perdu et qui a gagné les Jeux 2028, avait, lui, une signature que tu connais parfaitement, qui était juste l'inverse de Paris 2024, parce que c'était Follow the Sun. Donc en gros, pour bien comprendre, c'était suivre pas uniquement le soleil, mais il fallait comprendre l'image, la métaphore qui était Los Angeles, le soleil, et puis vous allez suivre ceux qui vont créer la réussite, le monde. Le message que tu portes et que vous portez au niveau de Paris 2024, qui est justement ces jeux inclusifs. Donc c'est pas uniquement un effet de manche, votre objectif c'est vraiment de faire que des jeux portent beaucoup plus qu'uniquement sur le mois de la compétition. Exactement, je crois que c'est vraiment dans notre ADN de proposer un nouveau modèle où l'héritage n'est plus uniquement basé sur des infrastructures qu'on va construire, mais plutôt sur comment on se préoccupe des gens et comment est-ce que ce projet il est humaniste. Et le sport, s'il y a bien un domaine qui crée du lien, qui crée des émotions, qui se préoccupe encore une fois de l'humain, c'est bien le sport. Et notre volonté aujourd'hui, c'est par rapport à ce que tu disais, d'avoir des déclinaisons un peu dans tout le pays, qu'on soit ou pas un territoire qui va accueillir une compétition, on peut aujourd'hui se raccrocher à cette dynamique nationale autour de la place du sport, pour qu'il y ait plus de sport dans les écoles, pour qu'il y ait plus de sport dans les clubs, pour qu'on facilite l'accès à la pratique sportive dans des infrastructures, mais des infrastructures, encore une fois, ce ne sont pas de nouveaux stades, ce sont des espaces de pratique que l'on peut ouvrir, on peut optimiser ces espaces de pratique et faciliter l'accès à la pratique sportive. Et nous, c'est vraiment l'ambition que l'on se fixe aujourd'hui, d'avoir la possibilité de réussir ce pari, de démontrer que le sport est utile dans notre quotidien. Quand on parlait de cette course à la victoire des JO 2024, tu t'es retrouvé en finale face à celui qui représentait donc Los Angeles, qui est donc Casey Wasserman, qui défendait donc la candidature. C'est le petit-fils d'un Magda d'Hollywood, un proche de la famille Clinton, un habitué des sphères d'influence et des jeux de pouvoir. Comment se procure-t-on les armes face à ce type d'adversaire, Tony ? Je pense que tout nous opposait en fait. Oui, je te le confirme. Effectivement, je crois que nous, on a joué sur l'authenticité de notre projet, un projet porté par des athlètes qui croient au sport pour les vertus et ce qu'il apporte dans le quotidien, dans notre éducation. On a grandi grâce au sport. Le sport a changé nos vies. On a envie aujourd'hui que le sport change la vie de millions de personnes. Et si on s'est aventuré dans ce projet, ce n'est pas pour vouloir faire des bénéfices et d'avoir une approche très marketing du sport professionnel. Là où effectivement les Américains étaient vraiment sur ce discours en disant nos jeux vont passer une nouvelle dimension dans le gigantisme et dans l'argent qu'on va réussir à générer autour de ce projet. On a pris un peu le contre-pied. Nous, on a dit nos jeux seront sobres. On ne va pas construire d'infrastructure pour les jeux.
C'est pas pour cela qu'on s'est embarqué dans cette aventure. On ne veut pas dépenser de l'argent. En revanche, ce qu'on veut vraiment, c'est de réussir à mieux optimiser la place que présente le sport dans ce pays. Et donc je pense qu'on a eu des discours complètement opposés, on a joué avec nos cartes. Je crois que voilà, on est resté nous, même si tout nous opposait et qu'on aurait pu se dire oula, attention, en face c'est des poids lourds, du marketing, des grosses entreprises, c'est des fortunes et les membres du CIO vont être appâtés par cet argent. À l'inverse, on a tenu bon et moi je crois qu'en général on gagne sur ses points forts. Et nos points forts, c'était l'authenticité de notre projet, avec des athlètes qui étaient embarqués. On a plus de 1000 sportifs de haut niveau qui se sont vraiment mobilisés pour aller dans les écoles, pour aller au contact de la population et réussir à démontrer que ce projet va être collectif. D'ailleurs, on peut se souvenir qu'en 2017, il y avait la journée olympique, donc le 23 juin, cette journée olympique était, à l'époque, je ne sais pas si c'était le 22, mais en tout cas, c'est le 23 juin cette année. Et les images étaient exceptionnel, puisque ces images où on a vu des gens plonger dans la Seine, on a vu la piste d'athlétisme sur la Seine, du trampoline dans le Grand Palais, c'était dingue. Quand à l'inverse, le même jour, tu avais la même journée olympique qui avait lieu à Los Angeles, où là, ils avaient fait sur une plage de Los Angeles un petit happening avec quelques centaines de personnes. Et c'est vrai que c'était assez marquant, la différence de projet, où ici, c'était extrêmement de nouveau inclusif, où les gens pouvaient participer, pouvaient justement essayer, tester, tenter de nouvelles choses, avec la beauté qui est la beauté de notre ville, il faut dire ce qu'il est, et la beauté de ce pays également. Sur cette course à la victoire, puisqu'elle a duré... tu as rejoint le projet au démarrage avec Bernard Lapassé à l'époque, et c'est un marathon. Paris l'emporte. En quoi cette victoire est différente de celle que tu as vécue en tant que sportif, en dehors du fait que c'était une victoire collective? Ouais, alors c'est déjà un premier point. C'est vrai que moi, ce qui m'a impressionné dans ce projet, c'est la capacité qu'avait Paris 2024 à fédérer des acteurs d'horizons complètement différents. Que ce soit au niveau politique, où on a eu quand même un soutien très collectif avec des acteurs qui, normalement, sont moins collectifs et qui, là, pour le succès de la cause, se sont vraiment alliés pour montrer le meilleur visage de la France. Et c'était vraiment fascinant. Mais ce sont des partenaires sociaux, des entreprises, le mouvement sportif, la société civile. Voilà, tous ces acteurs-là qui ont envie de contribuer à la réussite et de se dire ce projet me fascine, ce projet j'en ai envie et j'ai envie d'aider à ce que ça fonctionne. Et c'était tellement grisant de se retrouver embarqué dans cette aventure avec beaucoup de bienveillance et d'énergie positive pour que les gens se disent ce pays est grand, ce pays doit être ambitieux, dynamique, optimiste et ce projet incarne tout ça. La seconde où tu es sur l'estrade à Lima en septembre 2017, quand Paris gagne vraiment les Jeux, même si c'était préannoncé, parce qu'il y avait un accord qui avait eu lieu avec le CIO et Los Angeles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, où tu vois Paris et était sur scène la seconde d'après? Ouais, c'est une émotion, parce que, encore une fois, moi, je le reconnais, il y a des moments de doute. Tu parlais de ça au tout début de l'interview. Rien ne prédestinait Tony Estanguet à la tête de ce genre de projet. Moi j'ai beaucoup appris, mais c'était pas mon univers. La politique, c'était pas mon truc. Et c'était un pari un peu fou de se retrouver là au milieu et de devoir prendre des décisions, d'arbitrer dans des directions, des choix stratégiques forts. Et c'était un peu quelque part la première fois que je réussissais en dehors de mon sport. Donc c'est une émotion immense parce que j'avais besoin aussi de me prouver que j'étais capable de faire autre chose que du canoë-kayak. Tu aurais pu prendre un plus petit projet quand même. Non, mais c'est vrai qu'un similaire, c'est quand même... Ouais. On retrouve un peu l'ambition des sportifs de haut niveau probablement, mais l'émotion était très grande parce que quelque part je jouais gros là-dedans aussi. C'était le début de ma reconversion et si on n'avait pas réussi, ça aurait été sûrement plus compliqué derrière. Souvent, les entrepreneurs avec qui je passe du temps, quand tu les connais assez bien, il y a toujours une faille, quelque chose qui fait qu'ils ont ce booster, cette volonté, comme tu dis, de voir les choses un peu plus en grand. Toi, elle est où cette faille-là?
c'est vrai, quand je te vois, quand les gens te voient, t'es le gendre idéal. Je t'ai dit au début, t'as toutes les qualités du monde, t'es sportif, t'es intelligent, tu parles bien. Elle est où cette faille? Elle est réelle? T'as réussi à la définir? Non, je ne sais pas. Il y a sûrement quelque chose. Je me sens toujours un peu assoiffé de vouloir aller sur le combat d'après. Un peu ce côté perfectionniste permanent de se dire, bon, ce combat, on l'a gagné. C'est quoi le prochain? Alors, ça use un peu l'entourage, parce que c'est toujours un peu difficile. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je cours toujours après quelque chose. Et je n'arrive pas à me satisfaire quelque part de ce que j'ai fait. De quoi ça vient, je ne sais pas. Je pense que c'est ce milieu sûrement un peu de confrontation, de rivalité que j'ai toujours eu depuis tout petit. Quand vous êtes le dernier d'une famille où tout le monde a réussi avant vous, ça met un peu pression et vous dites il va falloir qu'en permanence je sois bon, parce que sinon soit on va se moquer de moi, ou en tous les cas on va me juger, on va décevoir. Ou prendre une autre voie. Toi en plus t'as pris la même voie. Et j'avais envie de trouver ma place dans tout ça et de pas être le dernier, quoi. Et donc cette course-là, moi je l'analyse comme cela, avec toujours l'envie d'aller plus loin, de se dire comment... Même aujourd'hui, je pense que Paris 2024 a gagné sur un projet exceptionnel qui a impressionné le monde entier. Mais je pense qu'aujourd'hui, 18 mois après notre victoire, ce projet il est encore plus fort, parce qu'on s'est autorisé à aller le challenger, à aller l'améliorer, et ça on va le faire jusqu'à la fin. Alors que d'habitude, dans l'histoire des jeux, on a plutôt tendance à... On vous avait promis ça, mais finalement on va pas le faire parce que c'est trop compliqué. Ou là, nous, on rajoute systématiquement des projets, parce que ça fait 100 ans qu'on n'a pas organisé ce projet, ces jeux, et on a vraiment envie de révéler le meilleur de ce pays. De parler justement de ces évolutions, on va en citer une en tout cas, c'est la première fois qu'une discipline, le marathon, va être ouverte au public. On parle des nouveautés, ça c'en est une incroyable, dingue d'ailleurs. Quand tu m'avais parlé de ça il y a quelques mois de ça, c'était juste, est-ce que c'est faisable? Et voilà, c'est faisable. Alors pourquoi ce choix? C'est cette volonté vraiment d'ouvrir les jeux au maximum. On ne veut pas organiser les jeux juste pour quelques sportifs de haut niveau. C'est un nouveau modèle. On veut que ces jeux vraiment... le maximum de personnes puissent s'en bénéficier. Et donc, pour la première fois dans l'histoire, il y a effectivement quelques épreuves sportives qui seront ouvertes au grand public pour que des milliers de Français puissent vivre de très près l'ambiance des jeux, la magie des jeux, cette effervescence incroyable. Et c'est aussi quelque part pour donner envie. Moi, j'ai grandi grâce au sport. J'ai envie qu'il y ait aujourd'hui des milliers, des millions de gamins qui se disent « Waouh, c'est chouette !» Et j'ai envie moi aussi de faire du sport, et pour ça il faut des promesses très belles, très différenciantes, et d'ouvrir le marathon, d'ouvrir une épreuve de cyclisme, de pouvoir aller dans certains sites comme Roland-Garros ou d'autres, aller faire du sport. Normalement c'est inaccessible, pendant les Jeux ce sera possible. Tu as aussi annoncé récemment les nouvelles disciplines, donc nombreuses réactions comme tu le sais. Que réponds-tu à ceux qui auraient préféré la pétanque au breakdance? Ça n'a pas été un choix facile, franchement. Combien vous avez auditionné? On a reçu 19 fédérations internationales. Il y avait un petit peu plus de projets, mais 19 fédérations internationales avaient un projet digne de pouvoir rentrer au programme des Jeux. Et j'avais 4 places. Donc c'est vrai que forcément, il y a plus de déçus que de gens contents. Moi, ma logique, c'était vraiment de dire... Les Jeux, qu'est-ce que ça représente pour moi? Les Jeux, ça représente la diversité de tous les sports. Ce qu'on aime aux Jeux, c'est qu'en 15 jours, on va passer de l'athlétisme au basket, au canoë, au tir à l'arc. Enfin, on voit vraiment un éventail incroyable de toutes ces pratiques sportives. Et quels sont les sports, dans les 28 qui sont déjà au programme, quels sont les sports, les univers qui ne sont pas du tout représentés? Pour nous, il y a 2 univers qui n'étaient pas suffisamment représentés. C'était... les sports urbains qui sont de plus en plus pratiqués, et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller vers le skateboard et le breakdance, qui sont vraiment des
des disciplines très urbaines, très faciles à pratiquer. Alors certes, aujourd'hui, qui ne sont pas fédérés comme les autres, et il y a un potentiel là de mieux organiser ces pratiques-là pour qu'elles soient encore plus accessibles au plus grand nombre. Et puis, c'est des sports très spectaculaires comme le surf et l'escalade, qui là aussi proposent vraiment un univers qui n'était pas du tout coché aujourd'hui dans les 28 sports actuels. Mais donc voilà, moi ma priorité c'était de dire, on a 28, on peut en rajouter 4. Comment est-ce que ces 4 nous permettent d'aller toucher des univers qui ne sont pas du tout aujourd'hui associés au jeu ? Et c'est pour ça qu'on a fait ce pari, orienté aussi vers la jeunesse, parce qu'on ne va pas se le cacher, aujourd'hui les statistiques ne sont pas bonnes, les jeunes font de moins en moins de sport, l'obésité gagne du terrain, la sédentarité gagne du terrain, les jeunes aujourd'hui passent chaque année un peu plus de temps sur des écrans, télé, téléphone. Comment est-ce que nous, on apporte des solutions pour attirer, motiver les jeunes à sortir, à faire du sport, à se bouger ? Et c'est plutôt en allant vers des sports qu'ils regardent justement sur les téléphones et sur les tablettes. Et les vidéos les plus consommées aujourd'hui sont celles de surf, du breakdance, enfin les sports qu'on a choisis. En effet, une volonté de vivre avec son temps. Ma fille de 9 ans qui danse aux hip-hop est très contente parce qu'elle peut peut-être voir une projection, pour pas ceux de Paris, mais peut-être après. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces sports-là sont souvent testés ou pré-testés. Je sais que ce que vous aviez vu, ce que tu avais vu toi à Buenos Aires pour les Jeux de la jeunesse, c'est là où vous avez vraiment vu l'impact considérable qu'avait justement le breakdance, qui était une épreuve là-bas, qui à mon avis aussi a joué positivement sur l'impact et sur le choix. Et on s'est vraiment donné les moyens de faire ça très sérieusement, de regarder très précisément les caractéristiques de ces sports-là, d'aller observer des compétitions et de voir le potentiel que ça pouvait générer. Et là, c'est Tony qui prend sa décision à la fin. C'est un comité que vous avez mis en place pour faire ça. Est-ce que à chaque fois, c'est le CEO qui va forcément adouber à la fin, mais est-ce qu'il est aussi présent au départ ? Non, le CEO reste, encore une fois, le propriétaire de l'événement et celui qui valide ou pas la décision, mais c'est bien notre proposition que nous assumons complètement et que nous avons pris, nous, à Paris 2024. Quand on parle des Jeux, on parle évidemment d'athlètes et de médailles. Alors on va commencer par les athlètes. On sait que très peu, et tu fais partie, on a cité Kevin, Meyer, Martin, Fourcade, très peu peuvent en vivre ou vont en vivre pour le reste de leur vie. Comment faire d'après toi, et comment Paris 2024 va travailler justement pour ces centaines, ces milliers, si on est juste athlète français, mais c'est pas uniquement pour les Français, qui ont décidé de consacrer leur vie, alors souvent pour un drapeau, parce qu'ils représentent, et c'est l'amour que tu as toi pour notre pays et pour le drapeau qu'il représente. La difficulté, comme tu le sais, c'est que certains après ont des vraies difficultés. Est-ce que vous pensez à Paris 2024 faire des programmes spécifiques, les aider, les réorienter, les former après ? Est-ce que c'est un sujet majeur pour toi ? Ouais, je te remercie pour cette question parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et souvent les gens mélangent un peu beaucoup de choses. Les gens pensent que qui dit sportif de haut niveau dit sportif qui gagne beaucoup d'argent. Or, la réalité, c'est qu'en dehors des 3 ou 4 sports dits professionnels, la très grande majorité des sportifs de haut niveau qui représentent la France un peu partout dans le monde, dans les épreuves internationales type championnat du monde, galèrent. Voilà, on a aujourd'hui beaucoup trop de sportifs de haut niveau dans nos équipes de France qui vivent encore sous le seuil de pauvreté, qui ne sont pas du tout aidés et qui sont subventionnés par leurs parents, leurs entourages, mais qui ne perçoivent aucun revenu de leur pratique. Il faut, et je suis un bon exemple pour ça, il faut devenir champion olympique pour commencer à avoir un premier sponsor, alors qu'on pourrait se dire que pour devenir champion olympique, c'est bien d'être accompagné. Moi, j'ai eu la chance, encore une fois, que les gens autour de moi m'aient aidé pour atteindre le très haut niveau, mais mon premier sponsor, je l'ai signé après mon premier titre olympique. Donc ça montre qu'on marche un peu sur la tête. Qui t'a fait confiance au départ ? Premier sponsor, t'en souviens ? C'est un équipementier, c'est Adidas, qui a été mon premier sponsor.
Alors les collectivités territoriales, la ville de Pau, le département, la région m'aidaient un petit peu, mais je n'avais pas de marque qui m'aidait à ce moment-là. Et donc oui, on a envie, nous, d'apporter cette contribution. Aujourd'hui, on essaie d'embarquer les partenaires des Jeux olympiques et paralympiques dans l'accompagnement des athlètes. Et donc, on va trouver des solutions aussi pour préparer leur reconversion. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille, et notamment, je sais que tu es aussi très sensible à ce sujet-là, sur comment on donne des outils pour que les athlètes puissent à la fois réussir leur performance, mais aussi pour certains qui sont entrepreneurs dans l'âme, qui ont des projets de reconversion, comment est-ce qu'on les aide à façonner leurs projets ? Parce qu'encore une fois, on ne va pas trouver des solutions pour professionnaliser tous les sportifs de haut niveau et leur donner suffisamment d'argent pour qu'ils puissent vivre toute leur vie. Il faut accepter d'office que on a une vie pendant qu'on est sportif de haut niveau et qu'au lendemain de sa carrière, il faudra, quoi qu'il arrive, se trouver un travail. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire fi de tout un parcours de formation. Il faut absolument réussir à combiner quelque part un peu les deux voies sportives et préparer un peu la suite. Ce que font mieux les États-Unis, c'est vrai que les sportifs américains, dès le collège, enfin pour eux c'est l'université, c'est très mis en avant. C'est vrai qu'en France, et ça rejoint ton point initial, si tu es sportif, c'est que globalement, tu vas pas pouvoir forcément continuer tes études. Exactement. Et donc, il y a une sorte de vision qui est totalement fausse, qui fait que tu dois faire une chose et pas deux. Donc, ce qui est important, ce que tu dis ici, c'est que... Il faut faire évoluer les mentalités en France. Et donc là, je pense que les jeux portés par toi vont aider à ça. Et en effet, je sais que vous travaillez là-dessus. Il faut absolument trouver... les moyens de former et d'accompagner. De nouveau, il faut le dire, les auditeurs le savent, parce qu'ils voient peut-être uniquement ce qui fasse immerger de l'iceberg une fois tous les 4 ans pour les championnats du monde. Tout le monde se passionne pour ces sportifs qui enfin, t'en es un exemple, qu'on se craque tous les jours, matin, midi et soir, pour avoir cette médaille, pour avoir la Marseillaise qui jouait. Donc il faut de nouveau essayer de trouver des manières, des moyens d'accompagner ces individus qui donnent leur temps. En parlant de médailles, tu as une ancienne ministre des Sports qui a déclaré il n'y a pas si longtemps que ça qu'il faudrait avoir 2 fois plus de médailles à Paris qu'à Rio. On aurait pu dire 1,5 fois, 3, je pense que le chiffre 2 tombait bien à ce moment-là, et entrer dans le top 5 des nations. Alors c'est vrai que si on regarde tous les Jeux Olympiques, chaque fois qu'il y a un pays qui reçoit les Jeux Olympiques, les médailles montent en flèche. Ce qui voudrait dire qu'en 2024, il faudrait viser plus de 80 médailles. Alors, est-ce que tu penses, sans langue de bois, que c'est réaliste ? En tous les cas, je pense que là aussi, on ne se simplifie pas la tâche, parce qu'on annonce des objectifs, mais en face, on donne pas de solution. Voilà, on n'a pas forcément aujourd'hui un plan stratégique bien établi avec des moyens à la hauteur de ses ambitions. Ce qu'avaient fait les Chinois, c'est ça. Ce qu'avaient fait les Anglais, les moyens des plans considérables ont énormément augmenté pour mieux accompagner les sportifs français. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait le chemin que l'on prend, puisque depuis 1 an, il y a de longs débats sur notre organisation, création d'une agence. Alors ça, c'est plutôt bon signe, je pense, de vouloir réformer l'organisation du sport français pour être plus efficace. Moi, je crois en ce modèle de quelque part d'améliorer l'existant, parce que on peut pas considérer qu'on va doubler le nombre de médailles sans rien changer. Voilà, il faut forcément changer le modèle. Donc la bonne nouvelle, c'est que le mois dernier, l'agence nationale pour le sport a été créée avec au sein d'une même agence l'État, les fédérations, les entreprises et les collectivités territoriales pour travailler ensemble à ce modèle de réussite. Bon, j'avais dit pas trop de langue de bois. Non, mais ça, c'est plutôt bien. Est-ce que tu penses aujourd'hui, avec la situation actuelle, à 5 ans des Jeux, on ne parle pas à 10 ans des Jeux, que c'est faisable ? Je pense que c'est encore faisable. Ok. Je pense que là, il y a quand même le chronomètre qui tourne. Ça commence à clignoter. Ouais. Voilà, je pense qu'on se met en danger. Chaque semaine ou chaque mois qui passe, on se met vraiment en danger. Tu penses que si, malheureusement, nous n'avons que 40 médailles, c'est-à-dire pas loin de ce que nous avons à Rio, même si les Jeux ont eu un impact considérable sur la société, sur le système, sur le fait qu'on n'a pas dépassé les budgets,
Tu penses que tu seras aussi jugé sur ça ? Alors ce serait difficile pour moi parce que pour le coup je n'ai aucune prérogative sur la réussite des sportifs français. Mais qu'est-ce que tu penses ? Tu penses que... Mais je pense malheureusement que la réussite de Paris 2024 va aussi reposer sur le succès des sportifs français. Dans un entretien, tu as déclaré « La politique, ce n'est pas mon univers, ça ne le deviendra sans doute jamais ». Pourtant, pour être membre du CIO, pour gagner les Jeux, il a bien fallu faire campagne, non ? Ouais. Ouais, non, c'est vrai que moi je suis arrivé là-dedans sans aucune culture politique. C'était pas mon domaine et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est venu me chercher, d'ailleurs. Apolitique, j'ai jamais eu d'engagement, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon quotidien, malgré tout, c'est de travailler au contact des politiques, d'essayer de les embarquer dans le projet, de trouver des voies de passage pour que tout le monde s'y retrouve. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Mais c'est aussi très intéressant parce que je pense qu'on est beaucoup plus fort quand tout le monde travaille ensemble, y compris avec le pouvoir politique. Donc une date importante dans ce projet, c'est le 17 février 2016, puisque c'est ton premier grand oral qui se passe à la philanthropie. Et puis ce jour-là, quelques minutes avant que tu montes sur scène, tu as une voix féminine qui te murmure « Ancre bien tes pieds dans le sol, l'énergie va venir de là ». Alors ça fait quoi d'avoir Anne Hidalgo comme coach ? Mais plus sérieusement, quel souvenir gardes-tu de ce moment ? Ouais, c'était là aussi un déclic un peu, parce que c'est vrai que c'était un peu le premier grand oral où on présentait notre projet déjà devant notre écosystème français, et il y avait ce jour-là, la maire de Paris, la présidente de la région, le premier ministre qui était présent, enfin tous les élus étaient là, mais aussi les grands patrons et tous les médias. Donc, un peu de pression. Voilà, 3000 personnes dans la salle, et donc première fois que je me retrouve seul sur scène à devoir présenter l'ambition et le projet. Et je faisais pas le malin. Parce que pour le coup, autant... Même avec la respiration que tu... Exactement. Alors j'ai essayé de réutiliser toutes ces techniques de respiration qui, je pense, m'ont quand même beaucoup aidé, parce que je m'en suis quand même sorti. Mais le stress était là, et je pense qu'effectivement, l'entourage autour avait bien vu que je faisais pas le malin. Mais j'ai adoré ce moment-là parce que j'ai retrouvé des similitudes avec la performance de haut niveau, la compétition, où on met tout, on se met en danger et on y va. Il faut aller sur scène, il faut tout donner, il faut pas se cacher derrière des mots, il faut vraiment donner de l'émotion. Et j'ai vraiment adoré ce passage de la Philharmonie. Ouais, et c'est vrai que ça a marqué la candidature. Un point aussi essentiel pour toi dans la candidature, c'est les Jeux paralympiques, qui là aussi sont bien moins médiatisés que les Jeux pour les valides. Comment tu penses que Paris 2024 va changer cela ? Il y a une très grande ambition sur les Jeux paralympiques. En fait, c'est la même équipe qui va organiser les deux événements. Les partenaires et toutes les parties prenantes seront associées de facto aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. On ne peut pas choisir, c'est un package, parce que pour nous c'est la même ambition. Et il y aura aussi des épreuves sur le Champ de Mars, vraiment sur des sites iconiques, parce qu'on veut vraiment offrir le meilleur spectacle pour ces Jeux Paralympiques. Je crois beaucoup à ces Jeux Paralympiques, je pense qu'on en a terriblement besoin en France. Je crois qu'aujourd'hui, on a un potentiel de progression énorme sur notre capacité à changer de regard sur le handicap, à proposer un modèle de société beaucoup plus inclusif. Et ces champions paralympiques, tu les connais, j'en connais aussi beaucoup, sont des surhumains. Ils arrivent à faire des performances sportives juste incroyables. Et à côté de ça, ils sont des exemples dans leur quotidien, parce que eux, pour le coup, sont très rarement professionnels et sont obligés de concilier une vie active et une préparation de haut niveau. Et c'est fascinant. Ce sont vraiment des exemples à suivre. Et j'ai vraiment envie qu'on arrive à encore mieux promouvoir cet événement. Tu parlais tout à l'heure de ton premier sponsor qui vraiment commence à t'aider après la première médaille olympique. Le canoë ne fait pas partie des disciplines stars des Jeux Olympiques, mais donc en 2012, tu es rentré dans le cercle très restreint des triples médaillés, et tu es devenu le premier Français de tous les temps à remporter une médaille d'or sur 3 Olympiades différentes. Alors la question, est-ce que tu penses
que cette seconde, puisque en gros, si on se souvient de Londres, c'est 1 seconde et 3 centièmes qui ont fait la différence. Ouais. Est-ce que tu penses que tu serais là avec moi aujourd'hui si tu n'avais pas eu cette seconde pour gagner la 3e médaille? C'est une très bonne question que je me pose assez souvent. Ouais. Je crois pas. Je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai gagné cette 3e médaille d'or, parce que je suis devenu membre du CIO. C'est l'effet domino en fait. C'est l'effet domino et je pense qu'il a fallu forcer un peu le destin. Moi, j'ai pas l'impression que les choses se font toutes seules. Et il faut aussi de temps en temps forcer un peu le destin et se dire que c'est possible. Et moi, c'est vrai que quand en 2008, aux Jeux de Pékin, je suis porte-drapeau et que je passe à côté de mon épreuve, je me demande vraiment ce que je vais devenir. Et je me pose la question à ce moment-là d'arrêter ou pas, parce que j'ai fait 3 fois les Jeux, j'ai 30 ans, je me dis, bon, c'est normalement après 30 ans, c'est pas là où on progresse, donc ça serait peut-être plus raisonnable d'arrêter ma carrière. Et le problème, c'est que si j'arrête aujourd'hui, qu'est-ce que je deviens ? Et ma reconversion n'était pas non plus toute tracée. Même si voilà, j'avais fait des études, j'avais fait une école de commerce, l'ESSEC, j'avais un diplôme pour travailler dans une fédération, donc j'étais pas à la rue, mais c'était pas aussi fort que ce que j'aurais souhaité. Et donc pendant 4 ans, je me suis vraiment employé à tout remettre en jeu pour aller reconquérir l'or et aussi devenir membre du CIO, parce que je savais que mon avenir professionnel serait beaucoup plus fort avec ces 2 éléments-là. Là aussi, une bataille compliquée pour être membre du CIO. Beaucoup d'autres athlètes avaient tenté avant toi et avaient échoué. Donc là aussi, tu as réussi quelque chose que aussi peu de gens auraient pu imaginer réaliser. Est-ce que parfois, justement, quand tu regardes, par exemple, tu prends la Philharmonie ou quand tu es à Lima, est-ce que parfois tu te regardes à côté de toi en disant, mais est-ce que je suis pas dans la peau d'un autre ? Est-ce que ça t'arrive d'avoir ce moment-là en disant juste, qu'est-ce que je fais là ? Alors Jamais. Oui, qu'est-ce que je fais là ? Oui, ça m'arrive, parce que c'est vrai que régulièrement, je me retrouve encore aujourd'hui dans des face-à-face avec des gens qui sont dans un autre monde, quoi. C'est des gens qui décident de choses très importantes, le président de la République ou des grands patrons. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu cette humilité de me dire, mais qu'est-ce que je fais là ? Et en même temps, j'adore ces moments, parce que c'est à chaque fois des moments précieux où on apprend, parce que voilà, quand on va découvrir même une entreprise en Seine-Saint-Denis, une toute petite entreprise qui arrive à se battre pour trouver des solutions pour des publics en danger, on apprend énormément. Il n'y a pas que des gens très connus ou qui ont réussi, qui sont inspirants. Et moi, ce que j'adore aujourd'hui dans ce que je fais, c'est cet univers où je passe du matin au soir sur des profils qui n'ont rien à voir, avec des gens très inspirants, quel que soit leur parcours. Et c'est cette polyvalence, cette diversité qui me plaît. Et c'est surtout à l'inverse et à l'opposé de tout ce que j'ai fait pendant 25 ans, où je me suis spécialisé, ultra spécialisé dans un domaine, dans une activité sportive. Je savais être bon pour faire 2 minutes de canoë, mais j'avais l'impression de ne savoir rien faire d'autre. Et aujourd'hui, je m'oblige à être capable d'être face à des journalistes, face à des entrepreneurs, face à des politiques, face à des ONG. Et c'est ça qui est le vrai défi pour moi. Et quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce qui te surprend le plus ? S'il y a une chose. C'est la capacité de rebond, je crois, de réussir à m'en sortir dans des univers qui ne sont pas forcément les miens. Souvent, quand je m'embarque dans un projet ou dans un rendez-vous, je me dis waouh, mais comment je vais réussir à faire face, et au final de réussir à trouver des passer toutes les portes sans toucher. Ouais, voilà, exactement, à m'en sortir. Peut-être c'est jamais parfait, c'est jamais, ça pourrait sûrement être beaucoup mieux, mais j'arrive toujours à passer l'étape et à apprendre. Voilà. Je pense que mon driver, il est là, c'est de réussir à progresser. Je suis toujours dans cette logique de j'ai envie de progresser, j'ai envie d'être bon et d'apprendre. Ce sera quoi la vie de Tony Estanguet en octobre 2024 ? J'en sais rien. T'en sais rien ? J'en sais rien du tout.
J'ai pas envie de répondre à cette question. Là, je suis tellement embarqué dans l'aventure des jeux et j'ai vraiment envie de donner toutes les chances de réussite à ce projet. On termine toujours tous nos podcasts par un quiz. Donc, facile, tu as 2 questions. Tu prends une des 2 réponses et tu argumentes ou pas si tu as envie. Prêt ? Ouais. Henri IV ou François Bayrou ? Alors je vais dire Henri IV quand même parce que je pense que dans l'histoire de notre pays, je pense qu'il a plus marqué. Obsessionnel ou perfectionniste ? Ah là, c'est un peu les deux quand même. Hein. Je pense que les deux vont un peu ensemble. Hein. Je vais dire perfectionniste. Champion olympique ou champion du monde ? Champion olympique. Alors, champion olympique, c'est vrai que dans nos sports, le titre olympique, c'est vraiment le Graal. Moi, la première fois qu'à Sydney pour les Jeux en 2000, je rentre dans ce stade olympique pour la cérémonie d'ouverture. J'en prends vraiment une dose incroyable de voir ces 200 pays qui défilent. Je rentre dans un univers incroyable. Ski ou surf ? Pourquoi choisir, mon ami ? On a 4 saisons dans l'année, c'est pour faire du sport sur ces 4 saisons, mais s'il fallait vraiment choisir, je dirais le ski. C'est bien le ski. Martin Fourcade ou Teddy Riner ? Aujourd'hui, plutôt Martin Fourcade, ouais. Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse ? Oh non, tu peux pas me faire ça. J'ai le droit à un joker, non ? Est-ce qu'on a droit à un joker ? Je suis pas sûr que... Non, c'est compliqué. Comment tu pourrais répondre à celle-là ? Je peux pas répondre à ça. Tu sais très bien que moi, justement, mon sujet, c'est de travailler avec tous ces acteurs-là, de trouver des voies de passage. Je crois que le sport, aujourd'hui, est une solution tant pour la maire de Paris que pour la présidente de la région. Je pense qu'elles ont toutes les deux des défis où le sport peut les aider. Et je me bats pour les embarquer toutes les deux dans ce projet. Donc, Anne Pécresse. Ouais, c'est ça. L'instinct ou la maîtrise ? Écoute, moi, on me dit souvent que c'est une histoire d'instinct. Moi, je crois malgré tout que ce qui fait la différence, c'est aussi beaucoup la maîtrise. On a là aussi besoin des deux, mais c'est faux de croire que c'est l'intuition, l'instinct, le talent, le don qui font la différence. Moi, je crois que il n'y a pas de secret, il faut bosser. Il faut maîtriser les sujets pour avoir une chance de réussir. Peut-être qu'à la fin, ce qui fait la petite différence, c'est effectivement cet instinct, parce que oui, il y a des moments qu'on ne sait pas expliquer, des décisions où finalement c'est très difficile de décider, et puis c'est peut-être l'instinct qui fait la différence, mais avant d'arriver à ça, il faut vraiment bétonner et maîtriser le sujet. Pierre de Coubertin ou Thomas Bach ? Là aussi, je pense que Pierre de Coubertin, quand même, dans l'histoire du mouvement, dans ce qu'il a su à ce moment-là réimpulser, pour moi, c'est quand même la référence. Élan Béarnais ou section paloise ? Le début de ta jeunesse ou un peu plus tard ? Est-ce que je pense qu'encore une fois, moi, j'ai grandi plutôt avec l'élan béarnais. Aujourd'hui, clairement, le fleuron, c'est la section paloise. La réussite économique, c'est plutôt la section paloise. Mais voilà, c'est plutôt élan parce que j'ai grandi avec le basket. Champion ou président ? Champion. Président du CIO ou président de la République ? Franchement, je sais pas comment je vais me remettre de tout ça. Et bon, enfin, le deuxième, c'est même pas la peine de l'envisager. Le premier, de rester dans cet univers sportif avec des ambitions politiques, je suis même pas sûr. Moi, je pense que j'aurais peut-être aussi envie d'aller dans un autre univers, parce que ça aura fait 10 ans que je serai dans cet univers olympique. Professionnel, je parle, et je pense que aujourd'hui, ce qui déjà m'excite un peu, c'est de me dire où est-ce que je pourrais rebondir dans un autre univers. Quel est le prochain combat, quelle est la prochaine bataille ? Tony, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous d'avoir écouté Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. À la prochaine. Merci beaucoup.